Nous sommes dimanche 5 décembre 2021. Bienvenue dans cette édition d'information de Nieta TV. Et voici les titres. Assise nationale de la refondation, disponibilité du président Goïta au plus large consensus et à l'inclusion. Hôpital Gabriel Touré vers une série de grèves à compter du lundi prochain. Présidentiel en Gambie, fort engouement pour un vote dans le calme. Nous ouvrons ce journal avec cette information. La 17e édition de la journée internationale du Saint-Coran est célébrée ce matin au palais de sport du district de Bamako. Beaucoup de personnalités et de grandes personnalités, des imams, y compris les élus des communes, des différentes communes du district de Bamako, étaient aussi présents. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a reçu ce vendredi 3 décembre 2021 le rapport d'étape numéro 1 du panel des hautes personnalités des assises nationales de la refondation. C'était lors d'une audience qu'il a accordée à la délégation du panel conduite par son président, Zeni Moulaye. Abdou Ouattara nous donne plus de détails. Ces activités, selon le président du panel, concernent également un guide pour l'organisation matérielle sur le terrain des assises nationales de la refondation. Ça concerne également des concertations que nous avons eues avec les forces vives de la nation, à la fois des partis politiques, des regroupements, des partis politiques, des organisations de la société civile, les secteurs privés, a-t-il précisé, avant d'ajouter qu'ils ont aussi reçu tous les acteurs sociaux, notamment les chefs de quartier et les communicateurs traditionnels. Nous sommes allés à l'écoute pour créer le plus grand consensus possible, le plus large possible pour une participation active aux assises nationales de la refondation. Espère Zeni Moulaye, qui s'est dit être agréablement surpris d'être reçu par tout le monde. Nous avons rencontré une grande disponibilité, y compris chez les acteurs qui ont annoncé qu'ils ne partaient pas aux assises, et avons eu un dialogue extrêmement franc et direct, mais nous n'avions pas de jugement à porter. Nous étions venus écouter ces acteurs-là, a-t-il indiqué. Selon Zeni Moulaye, le président de la transition a marqué sa disponibilité au plus large consensus à l'inclusion, à condition que cette inclusion ne soit pas faite au détriment des populations du peuple malien. L'inclusivité doit, selon lui, profiter à tout le monde, d'abord aux populations à la base. Et le président du panel de reconnaître, on ne peut pas espérer l'unanimité, mais nous avons bon espoir qu'une large majorité, une majorité écrasante à partir du moment où nous allons déclencher le processus de travaux, les assises nationales montera au créneau pour participer à cet événement d'une importance capitale pour notre pays, puisqu'il s'agira de réfléchir ensemble entre Maliens sur tous les problèmes qui se posent à notre pays. La coopération entre la gendarmerie nationale et ECAP Sahel Mali est au beau fixe. En témoigne ce bâtiment flambant neuf réalisé par cette dernière au profit du premier cité. Magnifique autant dans la conception que dans la réalisation. Ces infrastructures serviront de cap pour la fergente de la 6e région de gendarmerie de Mopti. Celle-ci, faut-il le rappeler, est une unité destinée à lutter contre le terrorisme au centre du pays. Amadou Nyamele. Une force d'opération de niveau intermédiaire, organisée, entraînée et équipée pour conduire un large éventail de missions spécifiques, seule ou en soutien aux forces conventionnelles, voire à d'autres forces. Présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel-major Daoud Ali Mohamedine, la dite cérémonie a connu 3 interventions, celle du maire adjoint de Mopti, M. Drissa Sissi, qui s'est réjoui de la réalisation de cet imposant bâtiment devant désormais abriter des hommes dédiés à leur sécurité. Il mentionnera dans son discours que la collaboration de la population avec les forces de sécurité ne fera pas défaut. À sa suite, le chef de la mission de ECAP Sahel Mali, M. Hervé Flao, dira que cette volonté d'aider les forces de sécurité maliennes dans le renforcement de leurs capacités et dans la recherche des cadres idéaux
nationale pour leur plein épanouissement demeurera toujours. Il a magnifié la coopération fructueuse entre la gendarmerie nationale et EICAP Sahel Mali, qui, selon lui, a de beaux jours devant elle. Quant au directeur général de la gendarmerie nationale, le colonel-major Sambou Menkoro Diakité, il a tout d'abord exprimé sa profonde gratitude au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel-major Daoud Ali Mohamedena, pour avoir fait le déplacement à Mopti malgré ses multiples occupations, toutes choses signifiant l'intérêt que ce dernier accorde à la sécurisation des populations et à l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces de sécurité. Le directeur général de la gendarmerie a rappelé le coût des infrastructures s'élevant à 917 676 720 francs CFA. Il a aussi donné la composition des locaux, un bâtiment administratif à 2 niveaux composé de 7 bureaux et d'une salle de réunion, un bloc dortoir à 2 niveaux composé de 7 chambres, un bâtiment regroupant la zone médicale, une armurerie, une salle de sport et un magasin, un bâtiment composé d'une cuisine et d'un réfectoire d'une grande capacité, des travaux de clôture de mirador et une sécurisation passive sur 404 mètres. C'est le lieu de saluer tous les efforts, d'adresser nos sincères remerciements et notre profonde gratitude aux membres de EICAP Sahel Mali, m'adressant au personnel de la région de gendarmerie de Mopti. Je vous invite au professionnalisme, à l'engagement patriotique, à la synergie d'action et à la cohésion avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, a-t-il dit. Une remise symbolique d'un échantillon de matériel informatique a été faite par EICAP Sahel Mali à la gendarmerie nationale. La cérémonie a pris fin par une visite des locaux. À Ségou s'est tenue une session sur l'avant-projet de loi portant code pénal. Le but est de procéder à la revue finale des propositions formulées par le rapport de l'expert afin de présenter un document cohérent lors de l'atelier national de validation. La session s'est ouverte en présence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, M. Mamadou Kassougué, du gouverneur de Ségou et de bien d'autres acteurs de la justice. Abdou Ouattara. À l'issue des 3 jours de travaux, il est attendu un document final solide, extirpé de toutes les insuffisances et incohérences et suffisamment élargi pour prendre en compte toutes les mesures et les nouvelles formes de menaces pour la sécurité, la tranquillité et la paix sociale dans notre pays. Pour le directeur du Mali Justice, projet USAID, ces réformes majeures interviennent dans un contexte marqué par des périls en tout genre et le phénomène inquiétant des attentats terroristes et de l'extrémisme violent. Les affrontements intercommunautaire de la criminalité transnationale et de la délinquance économique et financière. Ces comportements menacent selon lui la cohésion nationale et constituent un véritable handicap qui sape tous les efforts de développement. M. Jean Lavoie a déclaré que l'élaboration d'avant-projets, des codes de procédure pénale et des codes pénals apportera sans nul doute de nombreux bouleversements dans les procès pénals, avec en particulier la suppression de la cour d'assises qui aura pour conséquence l'accélération des détails des jugements, la réduction de la surpopulation carcérale et de la détention préventive et une qualification mieux adaptée des infractions, crimes et délits. En encourageant le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, cette rencontre de Ségou est une importance capitale, dans la mesure où ce projet de lecture du code pénal n'a jamais pu atteindre un niveau d'examen aussi élevé afin de créer les conditions d'un atelier national de validation avant son introduction dans les circuits d'adoption gouvernementale. Il s'agit de l'essentiel de nos textes de loi, outils du travail quotidien des acteurs de la justice pour les adapter à un faisceau d'exigences allant de la nécessité de moderniser notre droit interne à l'obligation de nous conformer à nos engagements internationaux et à la satisfaction des besoins des justiciables, a précisé Mahamadou Kassougué. Ce forum d'échange qui regroupe des participants choisis en raison de leur expérience et de leur qualité propre devra consacrer les efforts de plusieurs années de labeur soutenus ayant abouti à l'élaboration du
premier draft de l'avant-projet des codes pénal qui a été soumis à l'examen de la commission permanente législative en 7 sections du 24 mars au 28 juin 2021. Laboré avec l'éclairage des experts pour plus de modernité et de facilité d'exploitation, ce document est structuré en 928 articles répartis entre 6 livres, a-t-il fait remarquer. Mahamadou Kassogué s'est réjoui de la démarche cohérente de codification qui a été adoptée, favorisant non seulement l'intégration de plusieurs autres dispositions répressives émanant du texte épars, mais aussi la prise en compte de certains comportements et de certaines préoccupations actuelles de notre société. Il s'agit notamment des questions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales, aux violences basées sur le genre, à la répression de l'esclavage aux mineurs en matière de terrorisme, aux crimes internationaux imprescriptibles, à la cybercriminalité, à la traite des personnes et au trafic illicite des migrants. Le bureau exécutif du comité syndical SNS, AS, OPF et celui du Sénacam au CHUI Gabriel Touré ont déposé un préavis de grève en 2 phases de 72 heures allant du 13 décembre au mercredi 15 décembre, du lundi 20 au jeudi 23 décembre 2021. En cas de non-satisfaction de leur doléance, la grève pourra être reconduite les semaines suivantes sans autre forme de préavis. Amadou Niamele nous donne plus de détails. Des grands syndicats SNS, ASPF et le Sénacam du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré sont sur le pied de guerre. Les points de revendication sont les suivants: renforcer les mesures de sécurité et de motivation du personnel dans le cadre de la lutte contre l'épidémie, en rendant disponible en quantité suffisante des dispositifs de protection de bonne qualité, mettre le personnel bi-appartenant dans ses droits conformément à la loi et aux engagements antérieurs des représentants du gouvernement en payant intégralement leurs arriérés d'émoluments, intégrant les dits émoluments dans leur salaire, associant tous les acteurs dans la révision de la convention hospitalo-universitaire, remboursant intégralement des primes des fonctions spéciales prélevées illégalement sur les salaires de certains agents et procéder à l'augmentation substantielle de leurs primes de fonction. Les syndicats ajoutent finaliser le processus et régulariser la situation du personnel contractuel dans le cadre de leur intégration dans la fonction publique d'État en tenant compte de leur nouvelle situation administrative acquise après 2009. Payer les arriérés du salaire du personnel contractuel recruté et initialement sur contrat de garde. Faire bénéficier l'ensemble du personnel contractuel et conventionnel des avantages des accords d'uniformisation de la grille salariale signés avec l'UNTEM, rendre effective la prise en charge gratuite des soins médicaux et du médicament pour le personnel socio-sanitaire assujetti de l'AMO conformément aux engagements et aux textes. Toujours les secrétaires généraux des syndicats du CHUI Gabriel Touré sur les points de revendication. Il s'agit d'améliorer les conditions de travail à l'hôpital, proclamer les résultats du concours organisé en 2018 et 2019 pour le recrutement des attachés et chargés de recherche dans les hôpitaux, procéder à une révision du plan de formation et de carrière des agents de santé en tenant compte des spécificités dans le cursus de formation, instaurer une gestion efficiente et transparente des ressources de l'hôpital, diligenter l'application du décret relatif aux actes, personnalités et des mesures associées pour les autres agents non pris en compte et exécuter en vue de leur insertion définitive les différents protocoles d'accord signés entre le département de la santé et le comité syndical du CHUI Gabriel Touré. Le diplomate tchadien Mahamad Saleh Anadif s'est exprimé sur les élections présidentielles à venir au Mali. Pour lui, les élections présidentielles ne peuvent pas se tenir dans le délai de la transition, mais les autorités actuelles doivent vite dévoiler un nouveau programme. Plus de détails avec Abdou Ouattara.
Il reconnaît que c'est impossible de tenir les élections à la date indiquée, mais que le pouvoir en place doit dévoiler rapidement un tout nouveau chronogramme. Nous croyons qu'avec les dernières mesures qui ont été prises, notamment à l'endroit du Mali, espérons qu'une solution soit toujours trouvée. Quand je vois les derniers développements au niveau du Mali, je crois qu'ils ont pris au sérieux les décisions de la CEDEAO et qu'ils vont s'acheminer vers une sortie de crise. A-t-il affirmé et d'ajouter qu'il sait que c'est très difficile de faire bouger la fibre nationaliste dans ce genre de choses, mais qu'autant j'estime qu'il relève de la sagesse qu'on écoute plutôt la CEDEAO et qu'on essaie de déconnecter le chronogramme qui va aboutir. Toujours sur la tenue des élections au Mali, M. Anadif trouve nécessaire de dire que les élections ne peuvent pas se faire en février. C'est clair, mais il est extrêmement important que les autorités maliennes puissent avoir la sagesse et l'intelligence de proposer quelque chose pour que les chefs d'État de la CEDEAO puissent s'y pencher, a-t-il signalé. Actuellement, quand la CEDEAO a pris des mesures contre les autorités de la transition, à part le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, tous les leaders de la transition sont interdits de voyager. Après cette sanction, la CEDEAO va-t-elle durcir le ton le 12 décembre prochain à l'issue de son sommet ordinaire au Ghana? Mahamat Saleh Anadif, l'actuel représentant du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Est et dans les Sahel, s'est en tout cas prononcé pour donner des pistes de soutien aux autorités de la transition pour ne pas aller en bras de fer avec la communauté internationale. En marge du forum sur la coopération sino-africaine à Dakar, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop a eu le lundi des échanges autour du processus de transition avec les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Mohamed Saleh Anadif a été très clair sur la tenue des élections présidentielles. Place maintenant à l'actualité internationale. L'UNITA, principal parti d'opposition en Angola, a réélu son président Alberto Costa Junior à sa tête à l'issue d'un congrès de 3 jours à Luanda, à quelques mois d'élections générales prévues en août. Ce congrès de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, a élu M. Adalberto Costa Junior comme président avec 1121 voix favorables, ce qui représente 96% des suffrages exprimés, affirme le parti dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche. Il était seul candidat. L'engagement français au Sahel fait face à une hostilité de plus en plus visible, comme en témoignent les violentes manifestations qui ont émaillé la semaine dernière le passage d'un convoi logistique de la force Barkhane au Burkina et au Niger. C'est la première fois, selon plusieurs observateurs du conflit, que la contestation de la présence française est aussi évidente. Les Gambiens étaient appelés aux urnes pour élire leur président lors d'une élection à un tour. 6 candidats sont en lice pour succéder à Adama Barrow, dont la victoire surprise en 2016 avait mis à plus de 2 décennies de régime dictatorial de Yahya Jammeh. Et les électeurs semblent avoir répondu présent avec de longues files d'attente dans les centres électoraux de Banjul notamment. Le déploiement a commencé avec plusieurs minutes de retard en raison de l'affluence dans le bureau numéro 3 de la mosquée centrale quartier Kerserin et Banjul. La loi prévoit de laisser voter après l'heure officielle tous ceux qui attendent dans la file, même si à 17 h, les forces de sécurité ont fermé les portes de la cour transformée en centre électoral. Les gens sont venus nombreux et cela réjouit le président du bureau. On est très content, on a eu beaucoup de votants. Maintenant, on va compter les votes. À ses côtés, les représentants des candidats présents font part aussi de leur satisfaction après une journée sans incident. Ils montrent les feuilles d'émargement quasiment pleines avant de condamner l'entrée des urnes pour commencer le déploiement. Les autorités tchadiennes de transition préparent le grand dialogue national attendu pour la fin du mois. Certaines formations insistent sur les principes de fond à remplir comme préalable. À l'image de Succès Masra, leader du parti des transformateurs, et qui détaille les conditions de confiance à représenter en vue de sa participation au dialogue national. Sont conviés au grand dialogue national tous les acteurs politiques, y compris les chefs rebelles, comme l'indiquait il y a quelques jours le ministre en charge de la réconciliation nationale, Achek Ibn Oumar. Il a évoqué alors un engrenage de la paix. Du côté des partis politiques, certaines formations insistent sur des principes
principe de fond à remplir comme préalable. C'est le cas du Parti des transformateurs de succès Masra. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Niata TV.